Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sylvie Berman pour ce livre L'ours et le dragon sur les relations entre la Russie et la Chine, avec ce sous-titre Est-ce que c'est l'histoire d'une amitié sans limite? Point d'interrogation. Sylvie, tu as été ambassadrice à la fois en Chine et en Russie, donc tu connais parfaitement les deux pays. Et tu commences le livre en disant qu'un ami russe t'avait dit qu'il devrait élever une statue de Donald Trump qui a en fait plus fait pour le rapprochement entre les deux pays que n'importe qui d'autre. Oui, tout à fait. En fait, c'était le directeur, d'Asie au ministère des Affaires étrangères russe qui est aujourd'hui ambassadeur à Pékin et c'est ce qu'il m'a dit, fin, 2019 parce que en fait, on ne le mesure pas aujourd'hui puisqu'on sent la fascination de Donald Trump pour Vladimir Poutine. Mais à l'époque, il n'avait pas pu mettre en œuvre le rapprochement qu'il souhaitait parce que son administration l'en a empêché et en fait, il y avait 1000 sanctions à la fin du, 1er mandat de Donald Trump. Donc pour, la Russie, les États-Unis étaient donc un ennemi et pour la Chine, c'est clair que c'était, l'ennemi numéro un et qu'il y avait une guerre froide et une confrontation pour la première place et donc bon, selon l'adage, le «L'ennemi de mon ennemi est mon ami» eh bien, il y a eu ce rapprochement qui n'a cessé de s'intensifier, au fil des ans. On peut dire qu'il y a eu quand même plusieurs présidents américains qui ont poussé la Russie dans les bras de la Chine, que ça a pris une vingtaine d'années, mais déjà quand même Clinton, se méprise un peu l'élargissement de l'OTAN, George Bush, bon, néglige la Russie, Obama la traite de puissance régionale. Donc il y a une sorte de lente construction d'un désintérêt ou d'un mépris même de la part des États-Unis pour Moscou. Oui, tout à fait et qui, a profondément humilié à l'époque, Obama qui a dit: «Oh mais la Russie, c'est une petite, puissance régionale, ce n'est pas important» et ça effectivement pour, que pas seulement Vladimir Poutine d'ailleurs, pour la Russie qui a été un grand pays, c'était quelque chose, d'insupportable et puis c'est vrai que c'est l'époque Bush en fait qui a poussé pour ces adhésions, à l'OTAN et évidemment, nous, vu de notre monde, on dit: «L'OTAN est purement, défensive et ces pays ont le droit d'adhérer», ce qui est vrai, mais en même temps, vu, de Moscou, c'est perçu effectivement comme une menace et en plus, il y a ce souvenir, des frappes, en Serbie qui n'étaient pas, validées par, le Conseil de sécurité des Nations Qui unies. était pas une guerre défensive. Qui était pas du tout une guerre, défensive, qui était une guerre, totalement, illégale. Il y a eu ce bombardement de l'ambassade de Chine. Alors c'était une erreur, de l'OTAN qui avait les mauvaises cartes, mais il n'empêche que, ça a été perçu comme une attaque par, les Chinois et qui aujourd'hui l'instrumentalisent et donc les 2 pays se rapprochent aussi sur, cette perception de l'OTAN. Pourtant, l'histoire est quand même plus compliquée entre les 2 pays et l'empire tsariste a participé au dépeçage de la Chine au 19e siècle. Oui, tout à fait et en fait, alors ils l'ont fait au départ pendant les guerres, de l'opium, de manière un peu plus habile que les occidentaux parce qu'ils n'ont pas participé au sac du Palais d'été. Il y a eu, des, intermédiaires, russes, qui ont dit avoir empêché, le sac la cité interdite et donc ils l'ont fait de manière moins brutale, mais il n'empêche qu'ils ont récupéré, plus d'1 million de kilomètres carrés dans la région C'est quand même de pas rien, l'Amour. oui. Non, ce Ouais. n'est pas rien. Alors la vérité, c'est qu'à l'époque, les Chinois contrôlaient assez mal la région. Il y avait peu de soldats, mandchous, puisque c'est l'époque de la dynastie mandchoue et il y avait peu de Chinois qui y habitaient également parce que les Mandchous se méfiaient autant des Chinois que enfin des vrais Chinois, Mmh. Han que des nomades. Mais il n'empêche que ces territoires n'ont jamais été restitués, au moment de, l'Union soviétique alors qu'ils avaient dit, «Bon, on ne se comportera pas comme les occidentaux et on reviendrait à la normale». Donc eux ne les ont jamais restitués alors que les occidentaux ont fini par restituer, les concessions, Hong étrangères Kong et bon. et y compris Mais Hong en même Kong, temps, oui. tu écris dans ton livre que, il y a moins d'amertume de la part des Chinois par rapport aux Russes parce qu'ils n'ont pas participé effectivement au sac du Palais d'été, que les Russes ont été plus habiles, ils ont pris plus de choses et il y a pas ce ressentiment, lié au siècle de l'humiliation
de la part des Chinois pour les Russes. Non, tout à fait. Le siècle de l'humiliation, c'est vraiment, les Occidentaux. En réalité, c'est les Britanniques, les Français. Après, les Japonais s'y sont mis, les Allemands aussi. Et il y avait ce sentiment, effectivement, d'humiliation et de réparation. Alors, est-ce qu'ils ont choisi de ne pas, de condamner, effectivement les Russes? Ou, bon, est-ce que c'est vrai que, les Russes ont été, à part, cette confiscation, de territoire, moins brutaux, moins humiliants, en Chine? Ils n'avaient pas de concessions, de la même manière. Il y avait un impérialisme des occidentaux à ce moment-là. Et aujourd'hui, par rapport à ce million de kilomètres carrés, par rapport, qui est une conséquence indirecte des traités inégaux, la demande de la Chine, c'est qu'on reconnaisse le caractère inique de cette acquisition, mais il ne demande pas la restitution des territoires, qui serait quand même très compliqué pour, Poutine. Oui, tout à fait, parce qu'il y a Vladivostok, hein, qui est une ville importante pour Vladimir Poutine. Mais, en fait, à l'époque qui a été la plus difficile entre eux, c'est à l'époque du communisme, hein, où il y a eu un véritable schisme, et avec une grande violence, puisqu'en 69 ça s'est terminé dans le sang. Ils n'ont pas il était déjà question à plusieurs, reprises d'avoir un accord frontalier, et les Chinois disaient: «Ce qu'on veut, c'est que vous reconnaissiez le caractère inique», comme tu viens de le dire. Et après, bah, il y a eu des négociations en réalité qui se sont terminées en 2004, et il n'y a plus de conflit territorial entre la Chine et la Russie. La dernière île a été restituée en 2008. Ce qui est assez peu connu du public, français, c'est qu'en fait, Mao et Staline, c'était pas vraiment le grand amour et que Staline joue d'abord sur le Kuomintang et qu'il propose même aux communistes d'être les coulisses, donc les larbins quoi, grosso modo, des nationalistes. Oui, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'au début, Staline ne croyait pas à la possibilité du parti communiste de gagner. Le Kuomintang, bon, a été beaucoup plus, nombreux, donc ils ont fait ce choix-là. Ils ont donné des armes au Kuomintang qui se sont retournés contre les communistes, chinois. Et après, de toute façon, Staline considérait que Mao était, une ersatz de communiste, comme il disait: «Un communiste de margarine». Et donc il n'y Un va radis jamais aussi, aller, ou un radis, oui. rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Et ça a été une période, mais vraiment d'inimitié incroyable, qui s'est poursuivie en fait avec, Khrouchtchev, et ensuite avec, Brejnev. Et Tu racontes dans ton livre une anecdote quand même hallucinante où, Mao reçoit Khrouchtchev qui ne savait pas nager dans sa piscine. oui, absolument. C'est-à-dire que la manière dont il y a une forme de vengeance dans sa manière de traiter les Russes. Alors, il avait respecté Staline, qui lui ne le respectait pas. Khrouchtchev avait voulu justement réparer cette erreur de Staline, mais il a été traité, de manière, très, très provocatrice, hein, de la part de Mao. Et donc il y a eu cet épisode où il est, venu, à Pékin pour discuter. Mao, qui adorait nager, était dans sa piscine, il faisait des allers-retours. Khrouchtchev, en slip, a dû mettre une bouée et suivre, de manière un peu pataude, et l'interprète faisait des allers-retours, au bord de la piscine. Ça a été l'humiliation suprême. Alors en fait, au 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, c'est la déstalinisation. Les Chinois sont à la fois ravis qu'on reconnaisse les erreurs de Staline qu'ils avaient maltraitées et en même temps se disent, «C'est pas bien de remettre en cause l'autorité». Oui, tout à fait, d'autant plus qu'il y a un point commun entre Staline et Mao, c'est le culte de la personnalité, Mmh. et qu'en réalité, Mao s'était mis à l'école de l'Union soviétique, même si c'était une autre forme de communisme, et qu'il ne voulait pas qu'ensuite, on lui reproche, exactement la même chose. Et donc il a passé son temps à défendre, Staline contre Khrouchtchev et contre ses successeurs, ce qu'il appelait le révisionnisme. Et quand j'ai été étudiante, en Chine, à la fin de la révolution culturelle, l'ambassade de Russie était toujours dans une rue qui avait été rebaptisée par les Chinois, rue de l'anti-révisionnisme. Et quand Mao est mort, qu'ils envoyaient des lettres de condoléances, ça a été renvoyé à Moscou en disant: «On veut pas de condoléances de révisionnistes». Même chose, quand, son successeur Hua Guofeng est arrivé, au pouvoir. En réalité, derrière la querelle idéologique,
c'est avant tout une querelle nationale. Le communisme ne connaît pas de frontières, mais pourtant, c'était bien les Chinois ne pouvaient pas admettre, d'être le second de la Russie, de l'URSS, dans le monde communiste. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que c'était un schisme, dans le mouvement communiste, mondial et puis on a retrouvé ça dans les universités occidentales, hein, avec, les maoïstes contre le PCF, qui était, plus puissant qu'aujourd'hui et les Chinois n'ont cessé de les titiller. C'est-à-dire à un moment, les soviétiques, voulaient en fait, trouver une forme d'apaisement, mais les Chinois ne l'ont pas fait. Il y a eu un épisode où, l'ambassade de Russie, à Pékin a été attaquée et quand il y a eu des protestations, les Chinois qui étaient les gardes rouges, donc maoïstes à l'époque, ont dit: «Mais de toute façon, on ne reconnaît pas, les institutions bourgeoises, on ne reconnaît pas». Alors il y a la convention de Vienne, hein, sur, les ambassades et on ne reconnaît pas tout ça, c'est anti-révolutionnaire. Et donc, Zhou Enlai a dû intervenir pour, indiquer que, l'ambassade d'Union soviétique pourrait fonctionner normalement. Tu fais un petit passage par le Japon et on apprend alors que la Chine demande toujours au Japon de s'excuser pour la Seconde Guerre mondiale, le sac de Nankin, et cetera et Mao dit au premier ministre japonais Tanaka: «Mais vous n'allez pas vous excuser, sans vous, on ne serait pas arrivé au pouvoir». Oui, tout à fait, mais bon, Mao était, assez, cynique, bien évidemment et le Japon qui n'a jamais effectivement totalement reconnu sa responsabilité dans le viol de Nankin et dans les massacres qui ont été faits et puis, également des expériences sur, les populations, civiles. Bah, ce Japon a été instrumentalisé parce que quand Deng Xiaoping en a eu besoin également pour le développement de la Chine, les Japonais ont beaucoup contribué, mais à d'autres moments, bah, la querelle revient. Moi, j'ai vécu ça en je sais plus, c'était 2011 ou 2012. Il y avait une querelle à cause d'une île, que le gouverneur de Tokyo, si ma mémoire est bonne, avait décidé d'occuper et là, l'ambassade du Japon qui était à côté de l'ambassade de France recevait des œufs, des tomates ou je sais plus quoi et tout ça était organisé. Donc il y avait ces campagnes effectivement anti-japonaises, mais ça a dépendu des époques. Autre leader qui, lui, a voulu tenter un rapprochement entre Moscou et Pékin, Gorbatchev, mais qui devient un peu le symbole de l'horreur, le cauchemar des dirigeants chinois. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement cette, réconciliation était préparée et elle a été célébrée en juin, heu, 1989 et c'était les événements de Tiananmen. C'est le moment où les étudiants faisaient appel à Gorbatchev qui pour eux était monsieur démocratie. Donc là, grande humiliation pour Deng Xiaoping et pour les Chinois et puis, par la suite, l'analyse qui a été faite de Gorbatchev, bah, c'est, celui qui est responsable de la destruction à la fois du Parti communiste soviétique et du pays avec l'éclatement, en diverses républiques, alors que la Chine a aussi des régions qui peuvent être séparatistes et donc Xi Jinping qui dirigeait l'école, centrale du Parti communiste chinois a, justement étudié ça comme un cas d'école et ils veulent tous, l'éviter. C'était vraiment au programme, de la formation des cadres du PCC, voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est mal passé en Union soviétique et évitons de faire les mêmes erreurs. Absolument et ça, c'était obsessionnel chez Xi Jinping et comme en Russie, Gorbatchev est détesté pour la même raison, en particulier pour la génération, soviétique et y compris pour, Vladimir Poutine et ben, ils se retrouvent, enfin les 2 dirigeants se retrouvent, là-dessus. Moi, je me souviens quand j'étais en Union soviétique, que certains disaient de Gorbatchev et de Yeltsin: «On aurait dû les fusiller». Ouais. Mais donc ça explique aussi, que, Xi Jinping continue de serrer la vis et craint qu'une ouverture ne débouche sur des troubles et une absence de contrôle, par le parti communiste et donc la difficulté pour la Chine. Oui, tout à fait et d'ailleurs, il y a un livre qui a été un best-seller sur la recommandation, d'un membre du comité permanent du bureau politique, c'était, «L'Ancien régime et la révolution de Tocqueville», parce qu'il explique que le moment le plus dangereux dans l'absolutisme, c'est au moment où on commence les réformes
Et donc il y a une méfiance absolue pour, tout ce qui est réforme, politique. Alors déjà aussi rapprochement avec les États dû aux États-Unis en 2007, Hu Jintao, qui est le dirigeant chinois, dit que finalement le président américain, les États-Unis ont réussi à rassembler la Chine et Moscou, Pékin et Moscou, ce que l'idéologie communiste n'était pas parvenue à faire. Oui, absolument, puisqu'on aurait pu penser que justement, avec l'idéologie communiste, les 2 pays se rapprochaient et devenaient des pays frères. Ça a duré moins de 2 ans, alors que, effectivement, au contraire, quand les régimes ont été très différents, puis surtout avec cette hostilité perçue des États-Unis, bah, ça a rapproché les 2 pays. Alors, ça n'a pas toujours été le cas puisque, en fait, on se souvient, de Kissinger qui avait bon, il y avait eu ce voyage, le voyage de Nixon et qui avait créé ce qu'il appelle lui-même dans ses mémoires, une quasi-alliance entre, les États-Unis et la Chine. Mais tout ça est tombé, par la suite avec, la Dans chute de dans Mao son Zedong. dernière interview d'ailleurs à The Economist, peu avant sa disparition, Kissinger avait dit: «Je n'ai jamais entendu des Chinois dire du bien des Russes, ni les Russes dire du bien des Chinois». Est-ce que tu confirmes cette, aversion, en tout cas ce peu d'appétit mutuel? Oui, tout à fait, moi j'ai entendu ça aussi tout le temps. Puis j'ai été, bon, ambassadeur effectivement dans les 2 pays, mais avant ça, j'avais déjà effectué plusieurs séjours en Russie et puis j'avais été à l'époque de Étudiante. Gorbatchev et étudiant et j'étais en poste à Moscou à l'époque de Gorbatchev et j'ai toujours entendu une forme de mépris pour les Chinois parce que pour eux, bah, c'est des gens un peu fourbes, c'est tous les préjugés qu'on peut avoir sur les Asiatiques qui ne comprennent pas et ils n'essaient pas d'étudier ni la culture ni la langue. Donc les Russes se sentent profondément européens. C'est pour ça que l'eurasiatisme dont on parle aujourd'hui ne correspond pas à quelque chose de très profond, à part quelques idéologues. Et les Chinois aujourd'hui méprisent les Russes parce que c'est un échec sur le plan économique. Eux qui n'avaient rien et dont les écoles, les universités ont été fermées pendant 10 ans, sont aujourd'hui la 2e puissance économique, mondiale et en tête dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors que les Russes, qui avaient les meilleurs mathématiciens, les meilleurs ingénieurs, finalement n'ont pas réussi à bâtir ça. Donc il y a une forme de mépris, de méfiance réciproque des populations. Mais en revanche, entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, il y a une véritable entente. Qui est due, enfin qui a été mise en scène juste à la veille des Jeux olympiques d'hiver de Pékin et à la veille de la déclaration de guerre, enfin de la guerre puisqu'elle n'a pas été déclarée, de l'offensive militaire, russe sur, l'Ukraine. Oui, tout à fait, mais ça avait commencé, en fait, 10 ans avant, au moment des Jeux olympiques de Sotchi, parce que beaucoup d'occidentaux avaient menacé de le boycotter et là, Xi Jinping avait décidé de venir, au secours de Poutine et il avait assisté à ces Jeux alors que généralement il ne Les Jeux d'hiver, va ça pas représente dans pas seulement la ces Chine. moments. Et là, effectivement, à Pékin, c'était quelques jours avant, enfin, la déclaration de guerre et c'est pas, étonnant parce que je pense, compte tenu des dates données par, les Américains, que la guerre aurait eu lieu avant mais que, les Chinois avaient vu la concentration de troupes et ils se souvenaient que l'attaque en Géorgie avait eu lieu le premier jour des Jeux olympiques d'été en 2008, qui avait été très important pour la Chine, donc ils ne voulaient pas que ça se renouvelle. Donc je pense qu'ils sont intervenus en disant: «Vous faites rien». Pendant les jeux d'hiver et ce qui explique que ça a commencé après. C'est le moment où ils ont utilisé cette formule de «amitié sans limite», mais parce que leur vision du monde est la même, hein. Et surtout, tu l'expliques très bien, c'est qu'en fait, ils ont les 2 une réticence par rapport aux sanctions, parce que l'un et l'autre ont été sanctionnés et pour eux, les sanctions, c'est le signe de l'arrogance occidentale. Oui, tout à fait et d'ailleurs, bon, dans les institutions, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, ils disent bien qu'ils veulent un monde, sans sanctions et moi, je me souviens être intervenue auprès des Chinois pour le vote de sanctions au moment où les Iraniens, par exemple, avaient maltraité les étudiants et ils m'ont dit: «Mais non, nous, on soutient, les pays qui sont sans sanctions parce qu'on en est victime nous-mêmes». Mmh. Et donc effectivement, ils se retrouvent là-dessus, c'est-à-dire ils veulent pas d'ingérence
des grandes puissances, occidentales. On parle souvent d'une relation déséquilibrée puisque, bah, la Chine a réussi et la Russie a échoué et pourtant il n'y a pas le sentiment de vassalisation. Les Russes sont quand même pas trop inconfortables dans leurs relations, disons que autant l'Union soviétique donnait une impression de domination par rapport à la Chine communiste, autant là, la Chine ne donne pas cette impression de domination ou de vassalisation de l'un sur l'autre. Non, tout à fait, parce que, Xi Jinping les Chinois sont très sensibles à la notion de face et donc ils, traitent, Vladimir Poutine avec, beaucoup de respect et la Russie aussi comme une grande puissance. Il y a une époque où, la Chine considérait qu'il y avait qu'une grande puissance, c'était les États-Unis, bon et puis eux et ils parlaient de la Russie comme une puissance, enfin, comme des liens avec une puissance régionale. Bon, maintenant, ils ont changé, ils parlent effectivement d'une grande puissance qui est donc important pour la Russie et en réalité, alors certains Russes, hein, dans la population ont peur d'une forme de vassalisation, mais à aucun moment les Chinois n'ont fait pression sur la Russie pour qu'elle ait telle ou telle, position. Ils en profitent sur le plan économique, hein, le gaz, le pétrole, ils l'achètent moins cher que ne le faisaient les occidentaux, mais il y a pas de vassalisation et Poutine lui-même disait: «La Russie ne menace pas l'identité de la, La non, la Chine, Chine ne menace pas l'identité de la Russie» et ça, c'est important. contrairement à l'Occident. Contrairement à l'Occident, avec, les valeurs occidentales, que ce soit démocratie, droits de l'homme et aussi LGBT, enfin tout ce que, Poutine qualifie de monde décadent. Mmh. Mais en même temps, tu l'expliques, ce n'est pas une alliance, contrairement à ce qu'on entend souvent dans les discussions, des débats en France. C'est un partenariat, ce n'est pas une alliance. Oui, ce n'est pas, une alliance et ça c'est important, la Chine ne conclut pas d'alliance. Elle a des cercles d'amis, mais l'alliance, elle l'a connue avec l'Union soviétique et ça s'est, terminé dans le C'est une sang. suggestion, hein. Absolument. Donc elle ne veut pas puis elle ne veut pas d'automaticité, c'est-à-dire pas d'accord de défense, réciproque et donc la Chine garde de toute façon, complètement son autonomie. Quand je suis arrivée à Pékin à Moscou pardon, un des grands, spécialistes, Trenin, qui m'avait dit: «La relation entre, la Chine et la Russie, c'est pas une alliance donc, c'est pas un partenariat non plus, c'est une entente, donc c'est au cas par cas. Mais aujourd'hui, c'est bien évidemment plus qu'une entente, c'est un partenariat, global, privilégié, effectivement. Mais c'est pas une alliance quand même. Surtout que la Chine n'a pas la même relation avec les pays européens que la Russie. Non, justement, ce qui est intéressant, c'est que, Vladimir Poutine considère que les Européens sont des ennemis et constituent un Occident collectif, dirigé par les États-Unis. Donc c'est une perte de temps de discuter avec lui et avec eux, il vient de le redire là, à Valdai et la Chine, au contraire, a toujours considéré que l'Union européenne était un contrepoids face, aux États-Unis, une forme enfin pas d'alliance, mais de partenariat de revers et donc ils ont toujours cultivé l'Union européenne et ils sont toujours sur cette ligne-là. Tu parlais de Kissinger qui avait attiré la Chine, vers les États-Unis pour mieux contrer l'URSS de l'époque. On dit là que Trump veut faire une sorte de Kissinger à l'envers en ramenant la Russie vers lui pour mieux lutter contre la Chine. Est-ce que c'est un scénario qui te paraît crédible? Non, je pense pas d'ailleurs, le Kissinger, lui-même, juste avant sa mort, disait: «Il faut saisir les occasions, garder ça à l'esprit», mais il considérait que c'était assez peu réaliste. À ce moment-là, bon, il est mort depuis, 2 ans. Je ne sais pas si c'est l'idée de, Donald Trump lui-même, parce qu'il dit tout ce qui lui passe par la tête et je ne me Et ça, il n'a souviens pas dit pas oui. l'avoir entendu dire lui-même. Alors je sais qu'autour de lui, il y a cette idée-là, effectivement, puis ça concerne, par exemple, la coopération dans l'Arctique, hein, puisque, les Chinois sont intéressés également par l'Arctique et c'est un des sujets d'ailleurs qui a été évoqué, par, Trump, à Anchorage. Donc, il y a effectivement cette idée-là, mais je pense pas que, ce soit vraiment son idée dominante. Parce que, encore une fois, il dit tout Mmh. ce qui lui passe par la Et puis il paraît difficile de même si c'est pas une alliance, il paraît quand même difficile de dissocier aujourd'hui Pékin et Moscou. C'est totalement impossible, précisément parce qu'ils ont un ennemi commun
et que, la Russie se sent, encerclée ou ceinturée par, l'OTAN, la Chine, par, les bases, américaines, et les alliances, hein, AUKUS par exemple ou le Quad, et donc effectivement, on voit pas ce qui, pourrait les séparer. C'est pas leur intérêt. C'est absolument pas leur intérêt. Merci Sylvie, je renvoie à la lecture de ton livre L'ours et le dragon qui vient de paraître aux éditions Talandier. C'est absolument passionnant et on comprend mieux. Et qui d'autre que toi aurait pu écrire les relations entre Pékin et Moscou?